Bien, messieurs, bonsoir. Merci d'assister à cette dernière session. Donc 18 heures, on va rentrer dans le vif du sujet puisqu'on va parler de Java en environnement virtuel et cloud. Une session relativement hardcore, hein, donc je vous préviens, on va essayer de pas s'endormir. Globalement, c'est un sujet qui me paraît important parce que je pense que tous vous êtes familiers de Java, du garbage collector, des choses un peu bas niveau dans Java. Et souvent, on ignore un peu ce qu'il y a en dessous, notamment dans le data center. Et souvent, de plus en plus, en tout cas, les data centers sont virtualisés. En tout cas, nous, on y travaille chez VMware, vous le savez bien. Moi-même, je travaille chez VMware et donc je me suis dit que c'était intéressant de vous proposer un peu une session pour zoomer sur tout ce qui est en dessous de la JVM quand elle est justement dans un environnement virtuel et qu'est-ce qui peut être utile de demander à son équipe infrastructure qui gère la virtualisation quand nous, on gère le tuning Java et ce qu'il y a au-dessus de Java, à savoir l'application, les middleware, etc. Bien sûr, ce qu'on va discuter aujourd'hui est plus vaste que ça, hein, parce que les paramètres sensibles au niveau de la virtualisation s'appliquent aussi à autre chose que Java, d'accord, et on va un peu discuter de ces choses-là. Donc j'espère que vous apprendrez des choses, notamment des détails sur ce que fait en fait la machine virtuelle, la VM, hein, donc pas la JVM. On va essayer d'être assez clair dans les termes dès le début. JVM c'est Java, ok, et VM c'est la virtual machine, donc c'est ce qu'encapsule l'operating system quand il est virtualisé, d'accord. Puisque lui gère aussi la mémoire en fait, puisqu'il donne accès à la mémoire physique qui est elle sur la machine. Bien sûr, la machine n'est pas toute seule, il y a un data center. Souvent, elle est connectée avec d'autres machines. Et le data center, il est virtuel, et donc il y a des choses aussi qui vont se passer dans le data center. Et donc la grande question, c'est est-ce que tout ça, ça va finir par marcher? Donc on va avoir un peu la preuve par l'exemple. Donc moi-même, n'hésitez pas hein, après à poser des questions en fin de séance. J'ai un bagage sur le middleware, j'ai passé du temps chez Oracle, chez WebLogic. J'ai un jour compilé GiroKit quand je travaillais dans cette équipe-là. Donc compiler une JVM, c'est pas très marrant, mais c'est assez intéressant de comprendre comment ça fonctionne. Et maintenant, je travaille sur vFabric, donc c'est toute la galaxie middleware Spring qu'on a chez VMware, y compris Cloud Foundry. Et aujourd'hui, Cloud Foundry, si vous déployez des applications dans cloudfoundry.com, pas le microcloud qu'on distribuait sur le stand dans une clé USB, mais le vrai qui est hébergé chez nous, il est évidemment virtualisé. Donc c'est aussi une bonne chose. Donc globalement, plus ça va, plus on va atterrir sur des solutions qui sont du middleware dans le cloud. Donc à quoi ça ressemble hein, si on fait un peu un gâteau, une recette de cuisine, ça ressemble à ça. Globalement, en gris, vous avez la machine physique. Donc la machine physique, c'est vraiment le serveur normal avec des CPU Intel, de la mémoire, de la RAM, hein, donc des barrettes de RAM ou des CPU AMD, et puis ça va être de l'accès à du disque via un SAN, via un NAS, du disque local, accès au réseau, etc. Donc vraiment de l'infra classique. Après, en fait, chez VMware et chez d'autres acteurs, hein, vous trouverez ce qu'on appelle un hyperviseur, d'accord. Donc c'est pas l'hyperviseur que vous allez avoir dans votre laptop avec VirtualBox ou avec Workstation ou avec Fusion si vous êtes sur Mac. D'accord? Parce que ça, ce sont des hyperviseurs qui sont installés dans un OS. Là, on va parler de l'hyperviseur que les équipes utilisent plutôt en production, qui est installé directement sur la machine vide, nue. Donc on prend la machine, il n'y a rien dedans. On prend un disque où ça boot depuis le réseau ou depuis une clé USB et il y a l'hyperviseur qui se met. C'est pas un OS, c'est un hyperviseur. Il a juste pour responsabilité de donner des ressources aux machines virtuelles qu'on va venir mettre dedans. D'accord? Les machines virtuelles, c'est quoi? C'est une coquille hein, que l'hyperviseur gère pour mettre les operating systems. Et le but, c'est de mettre plusieurs operating systems dans la même machine physique. Hein, et un des premiers buts initiaux de la virtualisation, c'était quoi? C'était la consolidation. D'accord? Les serveurs montent en puissance, ils ont plus de CPU, plus de cœur, plus de RAM, mais les applications, elles montent pas forcément toutes en charge. Il y a des applications qui sommeillent un peu, qui marchent que la journée, pas la nuit. Donc pourquoi pas mettre plusieurs applications dans la même machine? Alors ça c'est intéressant, mais si on doit tout mettre dans le même OS, on sait bien qu'il va y avoir des problèmes de version, d'isolation de ressources, etc. Donc les machines virtuelles, ça nous donne une sorte de coquille d'isolation pour ça. Quelle sorte d'application on peut mettre dans les operating systems? En tout cas pour ce qui nous intéresse, par exemple du Java. Alors c'est intéressant parce que Java c'est lui-même une machine virtuelle, d'accord? Donc déjà il nous abstrait un peu de l'OS, donc c'est bien. Mais finalement ce qui se passe quand on regarde cette architecture, c'est que le Java en fait il voit pas l'hyperviseur, d'accord? L'OS, on va voir, est-ce qu'il voit ou pas, on va détailler un peu ça. En tout cas, quand le Java, lui, il alloue de la mémoire, il demande à l'operating system, il ne demande pas à l'hyperviseur. D'accord? Pourtant, c'est l'hyperviseur qui donne de la mémoire à l'OS. Donc, il y a déjà quand même deux personnes qui ne se parlent pas, et au milieu, il y a quelqu'un qui est l'OS et qui fait des choses. D'accord? Et donc, on va voir comment ça peut impacter notre application, notre tuning, etc.
Tout ça c'est important aussi parce que de plus en plus ça tourne dans un cloud. Donc qu'est-ce que c'est le cloud? C'est pas grand chose en fait au niveau runtime. C'est pour ça que là j'ai mis un petit nuage. Le cloud, faut le voir plus comme un scénario de provisioning, une sorte de portail en mode self-service pour provisionner nos VM sur ces machines et sur cet hyperviseur. Donc au niveau runtime ça change vraiment rien. D'accord? Donc que vous ayez de la virtualisation avec du cloud ou sans cloud, vous avez de la virtualisation. Après là, on va parler de la solution VMware parce que moi je la connais, mais les hyperviseurs de type Xen ont à peu près le même mécanisme. D'accord. Alors après, en termes de détails au niveau gestion mémoire, on va voir les capacités de VMware. Il faudra regarder au niveau de la documentation des autres hyperviseurs si vous voulez approfondir le sujet sur Hyper-V, sur Xen et autres. D'accord. Alors c'est important aussi parce qu'en fait aujourd'hui on a une statistique qui est assez intéressante. On estime avoir 20 millions de machines virtuelles VMware qui sont déployées dans le monde. Et en fait si on met des serveurs physiques à la place de VM, juste pour vous donner l'image, ça fait la taille de 2 murailles de Chine. D'accord, si on aligne toutes les VM sous forme de serveurs physiques. Sachant que la muraille de Chine va jusqu'à la Lune, à peu près, enfin on la voit depuis la Lune ou je sais pas trop, vous regarderez dans Wikipédia, ça vous donne un sacré nombre. Globalement, on va plus vous dire en fait que vous avez des VM. C'est un peu ça qui va apparaître. Vous allez avoir des ressources et ce sera des VM et on va pas forcément vous dire que c'est des VM VMware. Vous aurez des VM, d'accord, puisque vous êtes des projets et vous n'avez pas besoin de savoir ce qu'il y a en dessous globalement. Néanmoins, il y a quand même pas mal de choses à savoir. Bon, pour pas vous déprimer tout de suite, puisque c'est la fin du Devox, on va commencer par les bonnes choses. Donc les bonnes choses, c'est quoi? C'est que Java, ça marche en environnement virtuel. D'accord? On a des clients chez VMware qui virtualisent du WebLogic, même si Oracle ils freinent des cas de fer et vous disent qu'il faut pas. Qui virtualise du JBoss, qui virtualise du Tomcat, qui virtualise du Hadoop, etc., etc. Donc même pas non plus que du Java, bien sûr. Alors si on parle des limites, déjà, juste pour fixer des ordres de grandeur sur ces composants, bien sûr, on va tous parler 64 bits de plus en plus, aussi bien au niveau hardware qu'au niveau JVM, par exemple. Donc au niveau mémoire, en 64 bits, on peut adresser 16 exabytes. Donc on n'en est pas là aujourd'hui, bien sûr, personne, même les plus gros clusters. Les guest OS, ça va dépendre. Vous allez trouver, voilà, selon les guest OS, voilà, différentes limites. Mais globalement, les guest OS, ils peuvent adresser entre 1 Tera et 16 Tera de RAM. D'accord. Donc pour eux, voilà, ils peuvent adresser pas mal de place. La partie VMware, donc l'hyperviseur qu'on appelle ESX, d'accord. Aujourd'hui en version 5, la plus grosse VM, je parle de la plus grosse VM, pas de la plus grosse machine physique, mais la plus grosse VM que vous pouvez mettre dedans, dans l'hyperviseur. En fait, ça peut être une VM qu'on appelle une VM monstre, puisqu'elle peut avoir 32 virtual CPU et avoir 1 Tera de virtual RAM. D'accord. Globalement, elle est en général déjà plus grosse que le moindre serveur physique que vous avez dans vos data centers. Parce qu'aujourd'hui, vous pouvez acheter chez Dell ou autre des serveurs qui ont 1 Tera de RAM, des serveurs physiques. D'accord. Donc là, vous pouvez mettre une VM qui est de façon aussi grosse que le serveur physique que vous pouvez acheter. En général, ce qu'on voit chez les clients aujourd'hui, c'est plutôt des serveurs qui sont en général les plus gros à 256 gigs. Bien sûr, on a plein de serveurs qui sont beaucoup plus petits, donc avec beaucoup moins de mémoire. D'accord. L'intérêt de la virtualisation, c'est qu'on va pouvoir les utiliser comme les gros, et les gros, ils auront juste à accueillir plus de VM que les petits. D'accord. Après, il y a un point qui est aussi à souligner, c'est qu'en fait, si on zoome maintenant dans la machine physique, on a des CPU, souvent ils sont plusieurs, on a des barrettes de RAM, souvent elles sont plusieurs. Et en fait, il y a une architecture au niveau du bus mémoire qui fait qu'il y a globalement des barrettes mémoire qui sont plus proches de certains CPU que d'autres. D'accord. Ça, c'est ce qu'on appelle NUMA, c'est au niveau hardware. Globalement, un CPU qui est près de ses barrettes, il va aller plus vite pour adresser la mémoire de ses barrettes plutôt que d'aller voir dans la barrette de l'autre. D'accord. Donc dans certains cas, on s'en fiche strictement, parce que c'est de l'ordre de la nanoseconde ou je ne sais quoi, d'accord. Mais dans certains autres cas, si on commence à faire ça tout le temps, finalement, ça sert à rien d'aller interroger la barrette mémoire qui est plus loin, d'accord. Pourquoi pas interroger la barrette mémoire qui est à côté. Donc ça, c'est ce qu'on va trouver au niveau NUMA. On va en discuter aussi un petit peu. Donc ça montre un peu le paysage. Donc si on prend un peu une infrastructure virtuelle et qu'on fait des benchmarks, ce qu'on a fait, parce qu'on essaye de rassurer un peu tout le monde sur même s'il y a cette couche hyperviseur en plus dans l'architecture, on n'est pas en train de détruire toute la performance quand on s'y prend bien, et c'est un peu l'objectif de la session. On a publié donc des benchmarks. Donc on a pris ce qu'on connaissait le mieux, donc on a pris Tomcat, parce qu'on est committeur sur Tomcat, on a même une version qui s'appelle TC Server, qui est un peu un Tomcat optimisé. Après on a pris vSphere, donc là c'est version 4.1, donc peu importe. On a mis une architecture de type Tomcat avec une ferme en cluster, donc bref une architecture classique web, d'accord, serveur web, load balancer, etc. Et on a comparé cette architecture-là avec une architecture physique, donc avec la même machine physique, d'accord. Et on a fait différents benches.
Donc qu'est-ce que ça nous donne? Ça nous donne globalement une performance qui ressemble à ça. Alors ce qui est intéressant ici, c'est que vous avez deux courbes. La courbe qui monte, hein, c'est le taux d'utilisation CPU, d'accord, celle qui est linéaire, d'accord. Et les courbes qui sont en bas, c'est le temps de réponse. Donc quand on n'est pas trop chargé, on a un temps de réponse qui est globalement la même chose qu'en environnement physique. La courbe d'utilisation CPU, plus on ajoute de la charge, plus on utilise le CPU, d'accord, jusqu'à saturer la machine. Et puis bien sûr, à partir d'un certain point, globalement 80%, hein, au-delà de l'usage CPU, d'accord, si vous tracez une verticale. Donc ce qui correspond à ici, voilà, 600-700 users concurrents sur cette plateforme et cette application, on commence à dégrader le temps de réponse, d'accord. Donc ce qu'on observe, c'est qu'à partir de 80%, que vous soyez en physique ou en virtuel, l'application elle se prend quand même des bonnes claques. La machine elle commence à quand même saturer un peu à 80%. Et donc le temps de réponse, bon, voilà, globalement il se dégrade, donc plus ou moins vite. Effectivement en virtualisation, on s'aperçoit qu'il se dégrade un peu plus vite qu'en environnement physique, mais on est dans cet ordre de grandeur là. Donc globalement une frontière à 80% ou en dessous on commence à être, voilà, on est confort. Et au-dessus, ça commence à être compliqué. Souvent, la question derrière ça, c'est bon, ok, ça nous rassure. Décidons de virtualiser notre application, d'accord. Donc, je vais virtualiser mes Tomcat. La question maintenant, c'est combien j'en mets. Est-ce que je mets plein de Tomcat dans une grosse machine virtuelle? Je fais la grosse machine virtuelle, 32 virtual CPU, 1 Tera de RAM, et j'en mets plein. Ou est-ce que je mets en fait plein de petites machines virtuelles avec que des petits Tomcat, d'accord. Donc, c'est un peu la question qui va vite apparaître. Est-ce que c'est mieux d'avoir une grosse machine virtuelle? Parce que de toute façon, c'est des Tomcat en cluster, pourquoi pas les mettre tous dans le même OS? Ou est-ce qu'il vaut mieux avoir plusieurs petites machines virtuelles? Donc bien sûr, derrière, il y a des conséquences en termes d'opérabilité. Hein. Gérer 4 machines virtuelles, c'est pas comme gérer 40 machines virtuelles pour les gens de l'infra, ni pour les gens qui gèrent les Tomcat. Mais c'est une question, voilà, qui a son intérêt. Donc on a comparé à peu près ça. Donc là, c'est que des VM. Et on a comparé entre, globalement, une seule VM qui a 4 CPU virtuels, d'accord. Donc je dis bien VM, hein, Virtual Machine, et globalement 4 Virtual Machines qui ont seulement un Virtual CPU. Donc la somme des Virtual CPU qu'on utilise dans la machine, c'est toujours 4. On a juste fait varier le nombre de machines virtuelles. Ce qu'on observe, c'est une tendance des courbes qui est globalement similaire. Donc la conclusion, c'est vraiment pas la question. D'accord, mettez le nombre de VM qui vous paraît pertinent. Il y a sans doute d'autres critères à considérer, parfois des critères de coût, parce que vous avez peut-être des logiciels qui vont être facturés à la VM, parfois des critères opératoires, parfois des critères de haute disponibilité. Donc voilà, vous allez regarder un peu ça. Après, si on rentre vraiment dans le détail, il y a une petite différence qui va apparaître, c'est qu'ici, le meilleur cas, c'est quand j'ai en fait 2 machines virtuelles, qui ont chacune 2 virtual CPU, et auquel j'ai alloué globalement 2,5 gigas de RAM, de RAM pour la machine virtuelle. Parce que globalement ça me donne le meilleur ratio. J'ai certes 4 virtual CPU, mais en termes d'usage RAM réel, c'est le meilleur ratio. J'ai 5 gigas d'utilisé, et c'est là où j'ai le meilleur temps de réponse. Si on regarde vraiment en détail la courbe, c'est là où j'ai le plus petit usage CPU et le meilleur temps de réponse. Alors c'est vraiment un chouïa. L'intérêt, c'est que sur cette config là, par exemple, si je mets 4 machines virtuelles et que j'alloue 2 gigas, en fait elles vont utiliser 8 gigs, d'accord, de mémoire. Et si j'en mets que 2, qui ont 2,5, elles vont faire le même boulot, mais elles vont consommer 5 gigs, d'accord, sur mon serveur physique. Donc j'économise en quelque sorte la RAM, et pourtant j'ai la même performance, d'accord. Donc c'est un benchmark qui a son intérêt quand même. Maintenant, il n'est pas dit qu'on n'ait pas mesuré d'autres éléments, mais voilà à peu près ce qu'on peut conclure sur ce point de vue. En tout cas, il y a tout un white paper, il fait bien 50 pages, vous pouvez le trouver en ligne, d'accord. Donc c'est une bonne littérature. Oui. C'est le terme VMware en fait, donc ouais, c'est le terme VMware. Donc vCPU, ça correspond globalement effectivement à un cœur physique, mais pas réellement, puisque tu peux ralentir les vCPU. Donc si tu as du 2 GHz en environnement physique, tu peux définir des vCPU qui ont 1 GHz. D'accord. Donc bon, mais on peut abstraire un peu ce point-là. Alors ce qui est intéressant derrière, c'est qu'en fait on a parlé tout à l'heure de NUMA, vous vous souvenez. Donc on prend un exemple ici, simplement ça c'est un point intéressant. Si on considère ce serveur physique, donc un serveur physique a 128 Go de RAM, donc un gros serveur physique, 128 Go de RAM, on imagine qu'il a 2 CPU sockets, donc les cases grises, c'est des sockets, donc c'est des CPU physiques qui eux-mêmes ont des cœurs, d'accord.
Et souvent, les architectures NUMA sont associées aux sockets, parce que c'est physiquement au niveau de la carte mère comment c'est branché. Donc là, globalement, on a deux gros blocs de carte mémoire Orange, d'accord, qui font 64 Go. Donc maintenant, si on commence à déployer des VM, qui ici sont des VM 2 vCPU qui font chacune moins de 32 Go de RAM alloué, d'accord, on les configure, on leur dit toi tu as 32 Go. En fait, au niveau de l'hyperviseur, nous on va déjà regarder l'architecture NUMA, comment elle est, et est-ce qu'on peut pas mettre la VM au bon endroit directement. Donc bien sûr, si elle fait 32 Go, 2 vCPU, très bien. On va pouvoir en fait la mettre en affinité sur globalement un bus mémoire. Donc on est sûr qu'au niveau des vCPU qu'elle utilise, elle va être globalement accrochée sur les cœurs physiques, d'accord, au niveau de la carte mère, et elle va aussi être accrochée au niveau de la mémoire physique, d'accord. On va jamais traverser le bus mémoire et aller chercher la mémoire de l'autre côté. Et ça, l'hyperviseur va le faire pour vous. Donc ça, c'est intéressant. On a déjà vu des clients en fait qui ont observé une performance supérieure en environnement virtuel par rapport à l'environnement physique. Parce qu'en environnement physique, ils n'avaient pas géré l'affinité NUMA au niveau de l'OS, ce que vous pouvez faire, hein, vous pouvez prendre un process et l'accrocher sur un cœur physique au niveau de l'OS avec des commandes Linux, d'accord. Là, l'hyperviseur le faisant pour eux, ils ont observé une performance plus intéressante en environnement virtuel. Donc sachez qu'on a ces optimisations-là directement dans la technologie VMware qui existe. Alors bien sûr, l'intérêt c'est que si vous mettez 4 VM et qu'en plus elles ont ce découpage idéal, en fait elles vont toutes être un peu mises au bon endroit et on va vraiment avoir une performance optimale. Et bien sûr, si vous commencez à mettre une VM un peu plus grosse, bah là, du coup, l'hyperviseur, il va tantôt prendre de la mémoire à droite sur un bus, tantôt prendre la mémoire à gauche. Donc l'accès à la mémoire va être un chouïa plus lent, parce que des fois, on va aller chercher la mémoire sur la barrette un peu plus loin. D'accord. Donc ça peut expliquer les variations aussi de benchmark entre petite VM, grosse VM. Ici, une grosse VM, elle devrait aller globalement taper sa mémoire sur les deux bus NUMA. C'est pas des considérations de tous les jours, mais on voit des clients qui cherchent par exemple à virtualiser des grilles de calcul, hein, qui font des calculs financiers toute la nuit, etc. Et pour eux, la latence est intéressante parce que ça réduit leur fenêtre de calcul, ils font un peu plus de calcul, etc. Et donc c'est des considérations que eux ont en tête. Si vous virtualisez du low latency, donc des caches ou des plateformes de ce type-là, de la voix sur IP, hein, des serveurs de voix sur IP, bah, ça peut être aussi des considérations à avoir puisque chaque gain au niveau latence, c'est ça de gagner pour l'application. Alors maintenant, ça c'était un peu le monde idéal. Alors maintenant, il y a plein de choses en fait qui se passent derrière et qu'on va évoquer ensemble. Donc j'ai appelé ça les mauvaises choses. Ce sont les mauvaises choses si on les ignore. Et en général, quand on est du middleware, du monde Java, on les ignore, d'accord? Parce que ça, c'est dans la documentation de l'hyperviseur. Et à la limite, c'est pas notre métier et c'est pas souvent qu'on en parle. Alors bien sûr, et avant de parler de tout ça, je voudrais en fait résumer rapidement pour que tout le monde soit au même niveau sur ce que fait déjà la JVM au niveau de sa gestion de la mémoire. D'accord? Donc ça, je pense que ça parle à tout le monde. Si on démarre une machine virtuelle Java, on s'attache à paramétrer la HIP, hein, la taille mémoire qu'on lui accorde avec le paramètre XMX pour éviter les dépassements en out of memory au niveau Java et autres. Donc ça, je pense que tout le monde est à peu près familier avec ça. Maintenant, derrière, il y a aussi toute une richesse. On sait bien qu'il n'y a pas que ce paramètre à regarder. Notamment, il y a, en tout cas de manière vraiment vue sommairement, parce que c'est pas un cours sur tous les algorithmes du garbage collector, mais globalement, les garbage collectors générationnels, il en existe d'autres, vont vous permettre de définir dans cette zone mémoire Java différents espaces, d'accord, notamment un espace, on va dire, génération jeune, souvent le paramètre XMN, si vous avez regardé. Avant, on l'appelait le XX Max New Size, hein, ça a tendance à disparaître, c'est XMN. Le reste étant la old generation, d'accord. Et la génération nouvelle, génération jeune, hein, souvent elle-même découpée en espaces de survie. Hein. Alors, ça sert à quoi tout ça? Ça sert à, en fait, partir du principe que tous les objets que vous allouez ont tendance à mourir jeunes. Donc autant les garder le plus possible dans la zone où ils vont mourir jeunes pour que le garbage collector il passe relativement rapidement, d'accord, sans non plus friser l'application, sans faire un full garbage collector, d'accord. Donc si on imagine qu'une application crée des objets, déjà au-delà de ça, les applications aujourd'hui, souvent elles créent des objets sur une zone d'allocation au niveau du thread, qui est même pas impactée par le garbage collector, mais on va passer ça sous silence. On imagine que vous allouez des objets que vous gardez à un moment, donc ils vont être créés là. On va en créer d'autres, donc ils sont créés là. Bien sûr, des fois, il y a un garbage collector qui peut passer et déjà nettoyer certains de ces objets, parce que vous y faites déjà plus référence, d'accord. Ils vous ont servi dans une certaine méthode,
Ils n'ont pas été alloués sur la stack d'allocation au niveau du thread parce qu'ils étaient trop gros, parce que X ou Y au niveau de la JVM. Mais déjà, le minor garbage collector peut passer et les enlever. L'intérêt du minor garbage collector, hein, donc, c'est qu'en général, il passe rapidement, il passe fréquemment, il fait le ménage. C'est pas celui qui nous gêne. Petit à petit, l'objet, il prend de l'âge, d'accord. Donc la JVM a fait son boulot et elle voit que l'objet, il est toujours là. Il y a toujours des références vers l'objet. Vous l'aviez mis dans une HMAP et la HMAP, elle est toujours référencée au bout du bout par la classe main ou quelque chose, d'accord. Donc l'objet, il monte comme ça et à un moment, il finit dans la old generation. Puis à un moment, vous décidez de nettoyer l'objet, d'accord. Donc il s'est retrouvé dans la old generation. Petit à petit, ça se remplit. Donc bien sûr, comme on a dimensionné la machine virtuelle avec le XMX, heureusement, on a assez de place, d'accord. Puis à un moment, vous libérez le fameux objet qui a été créé il y a peut-être très longtemps. Et là, c'est le full garbage collector qui va venir le nettoyer, d'accord. Et le full garbage collector, il a un peu plus de boulot à faire parce que l'objet, il a pris de l'âge, donc il a un graphe de référence plus compliqué. Éventuellement, il faut s'assurer que personne est en train de le modifier, donc il faut vraiment être sûr de ce qu'on fait à ce niveau-là, etc. Donc il y a des verrous qui sont posés. Quand il nettoie, globalement, vous pouvez pas forcément allouer, puisqu'il est en train de faire de la place. Donc les threads qui veulent allouer, ils sont peut-être en train d'attendre qu'on leur dise oui, ça y est, j'ai fait de la place. Et puis en plus, il y a des choses qu'on montre pas ici, mais c'est un peu comme le défragmenteur de disque. Si vous aviez un objet qui faisait 2K, on nettoie 2K, puis après on nettoie 2K parce qu'il y a d'autres objets, puis d'un coup vous allouez 15K, bah en fait les 2K ils sont juste éparpillés dans la machine virtuelle, donc il faut les défragmenter, d'accord. Donc il y a tout un mécanisme aussi de compression qui existe au niveau des garbage collectors, qui là aussi peut avoir un impact sur le temps de réponse de l'application. Donc on sait très bien, on passe du temps à tuner un petit peu tout ça. Bien sûr, ça c'est ce qu'on regarde nous en tant que développeurs Java. Je pense que vous avez tous déjà une perception sur ça et plus ou moins d'expertise pour le tuning. Bien sûr, il y a autre chose. Donc maintenant, si on met cette machine virtuelle dans une VM, dans un OS et dans une VM, donc dans une machine virtuelle au sens VMware par exemple, on se retrouve avec cette HIP qu'on a zoomé, mais on se retrouve avec d'autres choses, d'accord. Donc bien sûr la taille initiale de la HIP. Donc déjà la taille d'allocation au niveau thread, d'accord. Les threads allouent des choses juste sur leur taille tampon. Ça c'est pas dans la HIP, d'accord. Donc si vous avez des applications qui créent d'un coup 400 threads, en fait elles vont consommer des blocs mémoire qui sont pas dans la HIP, qui sont un peu à côté. Donc vous pouvez aussi avoir des choses à paramétrer à ce niveau-là. Il y a aussi des limitations au niveau des OS, souvent sur ce type d'allocation. Donc il faut faire attention au niveau des paramètres Linux, souvent il y a des variables à positionner. Il y a bien sûr l'univers des classes. Donc les classes c'est quoi? C'est des dictionnaires, hein. La classe elle a tel nom, elle a tel champ, les champs ils ont tel type, etc. Donc la JVM elle a tendance à garder ça dans un dictionnaire de classes, hein. Et ce dictionnaire a tendance à pas disparaître parce que vous avez déployé l'application. Donc il y a une zone bien spécifique à ça, donc qui s'appelle la perm generation. Typiquement les applications qui créent des tonnes et des tonnes de JSP, hein, ou qui ont des tonnes et des tonnes de JSP, bah, les JSP sont compilés en classe par le compilateur de JSP, ça fait plein de classes. Et souvent le permgen elle est trop petite, hein, vous avez peut-être déjà vu ça. Bon, comme on fait moins de JSP, on a peut-être moins le problème, mais voilà, ça c'est un peu à ça. Et puis bien sûr il y a éventuellement d'autres blocs mémoire. Parce que la JVM, elle fait du native I/O par exemple, donc elle alloue des blocs pour gérer son native I/O directement, des choses comme ça. En tout cas, retenez simplement que la JVM, elle est plus grosse que la HIP que vous lui allouez, d'accord. Ça, je pense que vous l'avez tous vu. Surtout, après, l'operating system, hein, lui, bah, il a sa taille, en règle générale, 500 MB, après on peut essayer de tuner des choses, etc. Mais à la louche, on peut estimer ça. Donc là, ça nous dit quoi? Ça nous dit que si j'alloue une HIP de 4 GB pour mon application Java, en fait, j'ai quasiment, globalement, 5 GB que je devrais allouer à ma machine virtuelle, d'accord. Ou si vous déployez en environnement physique, idéalement, il faudrait une barrette de RAM de 5 GB, hein, d'accord. Donc très bien, on pourrait faire ça. Effectivement, on pourrait se demander si on ne peut pas allouer moins, en fait, parce qu'on sait très bien que la HIP, elle n'est pas tout le temps pleine, hein. Vous avez réservé la HIP avec XMX, en fait, l'application, elle oscille dans la HIP, d'accord. Elle n'est pas tout le temps pleine. Et donc c'est un facteur d'optimisation. L'usage réel de la mémoire et pas celui qui est l'usage alloué au niveau Java. Alors maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de la virtualisation? En fait, comme on l'a dit, la virtualisation, on a une possibilité de consolidation, de mettre plusieurs VM dans la machine physique. On peut pousser un peu le bouchon plus loin, d'accord, et c'est ce qu'on voit de plus en plus, notamment en hors production, et par exemple en recette, malheureusement, d'accord, où les environnements sont virtualisés, et on pousse le bouchon plus loin en vous disant « T'inquiète, viens faire ta recette, il y a de la place ».
d'accord, sur la plateforme. En fait, on sait qu'on est déjà un peu au taquet, qu'il est temps de recommander un serveur physique et d'agrandir un peu la plateforme. On vous dit ça, on vous dit bien sûr il y a de la place parce qu'en fait au niveau de la virtualisation on peut faire de l'overcommit. Donc l'overcommit c'est quoi? C'est globalement de la surallocation. On peut vous dire oui t'inquiète pas il y a de la mémoire, oui t'inquiète pas il y a du CPU et en fait on est déjà en train de jongler la mémoire et le CPU entre les machines virtuelles. D'accord? Donc sur cet exemple, hein, les grosses bulles ici en haut ce sont des machines virtuelles, d'accord, qui ont chacune 2 gigs et qui sont déployées sur ma machine physique avec mon hyperviseur par exemple VMware là, qui a 4 gigs. Donc physiquement, j'ai 4 gigs de mémoire physique, d'accord? Et en fait, j'ai le droit de déployer 3 machines de 2 gigs. Bien sûr, à un moment, il y a un système qui triche un peu sur la mémoire. Concernant vSphere, on a 3 mécanismes qui permettent de faire ça. Donc ça, c'est bien et c'est pas bien. C'est bien, ça nous permet de continuer à mettre de la VM. Chacun a un peu sa part dans le data center, peut continuer à bosser. C'est pas bien parce que bien sûr, il va y avoir des compromis, d'accord? Donc je vais vous expliquer un peu les compromis. Alors il y a trois techniques qui existent et dans l'ordre de dangerosité, je dirais. On va les détailler. Une qu'on appelle le page sharing, donc partage de pages. Une autre qu'on appelle le ballooning, donc on va zoomer ça un peu. Puis après la troisième qu'on connaît un peu déjà, le swapping, vraiment prendre les blocs mémoire et les mettre sur disque. Alors le page sharing, c'est pas très compliqué, c'est de se dire en fait quand on déploie des VM, en fait elles ont souvent des critères communs. Peut-être que parmi ces VM, il y en a 2 qui sont des Red Hat 5.6. Dans un Red Hat 5.6, il y a des pages qui sont allouées au démarrage, qui sont tout le temps les mêmes, qui sont en plus lecture seule. D'accord? Ça, l'hyperviseur, il finit par s'en rendre compte. Donc il prend ces 2 pages et hop, il en fait qu'une seule. D'accord? Donc ça, c'est des petites optimisations qu'il fait. Donc me demandez pas comment c'est fait. D'accord? Un hyperviseur, je pense, c'est extrêmement compliqué, plus compliqué qu'une JVM. Mais globalement, c'est ce qu'on sait faire. Donc l'intérêt, c'est que ça n'a pas d'impact au niveau performance. D'accord, c'est juste des pointeurs qu'on balade, on enlève une page, etc., etc. L'inconvénient, c'est qu'on ne peut pas vraiment le faire non plus à grande échelle. C'est des petites économies, d'accord. Donc c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, on trouve facilement des serveurs qui hébergent 10 VM, 40 VM. Je ne sais pas exactement la moyenne, mais les ordres de grandeur, c'est facilement 10, 40, on en trouve. Et bien sûr, comme on peut monter des serveurs maintenant avec des 10 cœurs au niveau de chaque CPU, 250 GB de RAM, voire 1 Tera de RAM, on peut aligner les VM. Donc c'est de plus en plus intéressant d'avoir ce page sharing. Mais globalement, très peu d'impact, voire quasiment pas d'impact sur la performance. L'autre mécanisme, c'est le ballooning. Alors, qu'est-ce que c'est le ballooning? Là, c'est un sujet un peu plus intéressant pour nous au niveau Java. C'est globalement, pour résumer, de piquer de la mémoire à une VM pour la donner à une autre. Parce qu'en fait, si ces VM, elles ont toutes, soi-disant, besoin de 2 gigs, il y en a peut-être une qui ne les a pas vraiment besoin tout de suite. Bon, alors on va essayer d'estimer laquelle elle n'a pas besoin tout de suite, et on va lui piquer de la mémoire. Donc comment ça marche? En fait, ça marche pas tout seul. C'est-à-dire qu'on a, quand vous déployez du VMware, les VMware Tools. Donc les VMware Tools, c'est juste un petit paquet qui se met dans Red Hat, dans Ubuntu, dans Windows, etc. Donc tous les OS qu'on supporte, qui sont globalement tous les OS x86. Un petit driver au niveau de l'OS, d'accord, qui fait que ça parle directement au vSphere, d'accord. Et donc dans ce petit driver, il y a quoi? Il y a un ballon gonflable. C'est un peu l'image. Et donc l'intérêt, c'est quoi? C'est que l'hyperviseur, il va gonfler le ballon et il va donner le ballon à une VM voisine. Parce qu'une fois qu'on a gonflé le ballon, on sait que l'OS, il va pas venir nous le piquer parce qu'il croit qu'il y a une application qui a pris ces blocs mémoire. En fait, c'est pas une application, c'est l'hyperviseur qui vient de prendre le bloc, qui vient de prendre les pages, d'accord? Et en fait, il les a donnés à la VM d'à côté. Alors bien sûr, gonfler le ballon, faut le faire au bon moment, quoi. Donc l'hyperviseur, lui, il voit l'operating system. Il n'a pas vu Java encore, donc on va y venir. Et puis ça prend un peu de temps, parce qu'on on gonfle le ballon, on dégonfle le ballon, on passe à droite, on passe à gauche, etc. Donc là, ça commence déjà à être quand même un peu tendu au niveau de la surallocation. Donc sur des applications tranquilles, ça se voit pas trop. Exemple, virtualisation du poste de travail. Parce que vous n'oubliez pas, là on parle Java, mais la virtualisation ça sert aussi à ça. Il y a des gens qui, en termes de poste de travail, ont leur poste déporté, d'accord. Leur poste, leur Windows, ils tournent en fait dans le data center et eux ils ont juste un écran, d'accord. Donc là c'est que des Windows, il y en a 10 000, d'accord, dans un gros data center, parce que c'est une grosse banque. Donc là c'est intéressant. Ils sont tous partis manger ou j'en sais rien. Ils sont sur différentes villes, ils bossent pas tous au même moment, il n'y a pas trop de problème. Et puis si ça rame un peu, on va se dire c'est Windows. Ok. Maintenant, pour Java, c'est différent. On va y venir. Troisième moment, un peu de folie dans l'hyperviseur, c'est bien sûr là, vous êtes vraiment en train d'en demander trop. Et là, j'ai pas le choix. J'ai beau manipuler le ballon, j'ai beau faire du page sharing. À un moment, il faut que je vire des blocs mémoire et que je les mette sur disque. Mais pas seulement l'OS, l'hyperviseur.
Donc là, l'hyperviseur, il prend des blocs mémoire, et il les met sur disque, et ils atterrissent sur le SAN, parfois, ou sur le disque local. Ça va dépendre de votre configuration. Donc là, en général, le mec au niveau de l'infra qui a fait du bon boulot, il a fait en sorte que ça swap sur le disque local. Question? Oui, tout à fait. Ouais. Ouais, alors, tout à fait. Donc il y a savoir et savoir tout de suite. Donc savoir en termes de monitoring, on va pouvoir savoir. Savoir tout de suite du genre, il y a un callback qui remonte dans une API. Je pense qu'il y a des choses à regarder au niveau des VMware Tools, mais je préfère prendre la question offline. Mais au niveau monitoring, effectivement, on va pouvoir savoir. Donc ça, globalement, hein, c'est mode panique. En général, au niveau de l'infra, ils savent que là, il y a un problème et qu'ils ont intérêt à recommander des barrettes, des serveurs, qu'il y a trop de VM, faut peut-être en éteindre, revoir les quotas parce que c'est peut-être les VM de test que vous avez oublié d'éteindre, je ne sais pas, d'accord. Mais il y a des choses à faire pour eux. Maintenant, qu'est-ce qui se passe au niveau de Java? En fait, au niveau de Java, on a un white paper, on l'a même écrit avec IBM pour que ça ait l'air plus vrai qu'avec du Tomcat. C'était du WebSphere à l'époque. Puis en plus, ça permet d'y regarder comment WebSphere s'effondre quand on suralloue la mémoire. Bref, sur ce discours, qu'est-ce qu'on voit sur ce diagramme? Globalement, là, on aligne des machines virtuelles, d'accord? 1, 2, jusqu'à 8. Dedans, il y a un WebSphere qui bosse. Donc, on a une scalabilité, voilà, intéressante, comparable au physique. On pourra regarder tout le document. Puis, dès qu'on alloue un peu trop, donc on rajoute 9, puis un peu plus que 9, donc globalement, déjà 9, ça commence à se dégrader un peu. Mais 10, voilà, c'est la catastrophe. C'est-à-dire qu'au niveau de Java, c'est pas l'application, elle est un peu lente, c'est l'application, elle répond vraiment plus, quoi. Et vous avez l'impression que le garbage collector, c'est lui qui cause les problèmes. Puis si vous allez voir les logs, non, c'est pas lui en fait. D'accord? Et ça commence à vous interloquer normalement. Et bien sûr, on a étudié un peu ce phénomène. On a un livre blanc qui vous dit globalement, si vous virtualisez du Java, surtout, ne surallouez pas la mémoire pour la VM en question qui porte du Java. Donc la question c'est comment on fait. Ça ne veut pas dire que l'hyperviseur ne peut pas surallouer de la mémoire aux autres. Parce qu'il y a peut-être un serveur Exchange sur la même machine et lui on peut, voilà, il n'a pas les mêmes contraintes, etc. Mais au niveau de Java, on peut avoir des problèmes. Donc comment on peut faire ça? Là, il faut vous mettre déjà à parler avec vos administrateurs, d'accord? Donc par exemple sur VMware, il y a un écran. Au niveau de la VM, on peut lui dire attention, tu vois là, j'ai réservé, j'ai besoin de mémoire, par exemple là 2 gigas et demi. Mais surtout, réserve-moi tout. Donc le petit curseur là que vous voyez juste, on le décale pour avoir vraiment la zone mémoire, le bloc mémoire qu'on veut avoir. D'accord? Et ça, quelqu'un qui vous alloue une VM ou qui fait pas trop gaffe, il vous alloue une VM. D'accord? Il n'a pas forcément réservé pour vous le bloc qui va bien au niveau mémoire. Donc pensez-y si vous faites du tuning et que vous savez que vous êtes sur des VM. Après, il y a d'autres écrans qui peuvent apparaître, hein, notamment si c'est du cloud, pas juste de la virtualisation. Il y a des modèles de cloud aussi qui sont globalement, que vous retrouverez un peu sur Amazon. Est-ce que vous avez de la capacité réservée ou de la capacité globalement non garantie? C'est-à-dire s'il y a de la place, on vous en donne, sinon tant pis pour vous. Hein, donc il y a ça à voir. Question? On va zoomer exactement pour comprendre qu'est-ce qui se passe. Donc sachez en tout cas qu'on a possibilité par VM, hein, au niveau de chaque VM, de s'assurer qu'on a une réservation et vous pouvez en fait réserver là la mémoire, mais on a le même mécanisme au niveau CPU, au niveau réseau aussi, hein, bande passante, d'accord. Mais bon, ce qui nous concerne au niveau Java, c'est vraiment la mémoire qu'il faut regarder. Donc pourquoi ça s'effondre et qu'est-ce qu'on peut faire de mieux? Donc je voulais vous présenter un peu ça et on va du coup en profiter pour expliquer en détail pourquoi ça s'effondre au niveau Java. Alors déjà, qu'est-ce qu'on a essayé de faire mieux au niveau de vFabric? Parce que ça tombe bien, aujourd'hui on a une expertise sur Java, sur le Tomcat, sur Spring, etc. Puis on a une expertise sur la virtualisation. En fait, on a changé le balloon driver, d'accord, la chose que j'ai expliquée tout à l'heure, pour qu'il parle directement à la JVM. D'accord. Donc ça, on l'a aujourd'hui rendu disponible pour Tomcat et pour TC Server, qui est notre version Tomcat, si vous voulez. Globalement, comment ça marche? Il y a un jar qui fait appel à des couches natives, bien sûr. D'accord, puisqu'il parle au vSphere. D'accord. Donc il n'est pas supporté sur tous les OS. Il faut regarder le tableau, etc. Mais globalement, ce jar, il est branché dans la JVM avec l'option moins Java agent, qui est un mécanisme pour démarrer des choses en dehors de votre main, globalement, au niveau JVM.
Et globalement, il déplace le balloon et il dit au balloon, maintenant t'es plus dans l'OS, t'es dans la JVM, d'accord? Et donc il va avoir un comportement un peu spécifique que je vais vous détailler, qui a pour but globalement d'amortir l'impact de l'overcommit en Java, d'accord? Globalement, de nous mettre dans la meilleure position pour dire en fait à l'hyperviseur, hein, au niveau virtualisation, attention, moi je suis une JVM et cette mémoire, j'en ai besoin, je suis en train de faire des choses, donc s'il te plaît, me la prends pas. Même si l'OS croit que j'en ai pas besoin, j'en ai besoin. Alors comment ça fonctionne? Si on regarde la heap, hein, on a parlé tout à l'heure, vous vous souvenez, les objets qui naissent, qui grandissent petit à petit dans les strates de mémoire de la JVM, d'accord? Donc en fait, les objets, ils sont tous connectés entre eux, bien sûr, ils ont des références, des pointeurs, c'est des hashmaps avec des objets dedans, etc. Hein, d'accord? Et petit à petit, il y a des objets, hein, les noirs ici, qui vont être en fait déréférencés, d'accord? Donc ils vont normalement pouvoir être pris par le garbage collector. Ce qui se passe si vous êtes en situation d'overcommit et que vous avez le balloon driver normal, d'accord? Pas l'élastic memory avec le balloon driver au niveau JVM. En fait, les objets qui sont prêts globalement à être éligibles à la garbage collection, l'hyperviseur, en fait, il se peut qu'il prenne certains de ces objets, donc pas vraiment ces objets, mais les pages mémoire dans lesquelles sont ces objets au niveau de l'OS, d'accord, qui prennent ces pages et qui globalement, voilà, se disent arbitrairement, en fait, ces objets-là, ils vont se retrouver sur disque peut-être, ou ils vont se retrouver gênés par le balloon, d'accord? Donc mis globalement de côté. Et donc quand le garbage collector passe, on va se dire, ah, t'as besoin de cet objet, attends, bouge pas, je vais le chercher. D'accord? Et le balloon il se redégonfle, on fait un peu de place, ou on va le rechercher depuis le disque, etc. Et donc à chaque objet que le garbage collector va vouloir traverser, ou à chaque objet que la machine virtuelle, pour répondre à votre page, articuler votre page, hein, va vouloir incarner, hein, globalement, eh ben, l'hyperviseur va devoir faire plein de travail au niveau mémoire, parce qu'il est en situation d'overcommit, et vous avez mis de côté, puis là il se rend compte qu'il faut vous remonter vos mémoires parce que le garbage collector passe, ou parce que vous avez une requête sur l'application. Et d'un coup, la moindre requête est super lente, en fait, parce que c'est très, très dur de prédire si tel objet, il fallait le mettre de côté ou pas, en fait. D'accord? Donc ça c'est un peu ce qui rend les choses compliquées. Et donc effectivement on croit que le garbage collector est très long, ça peut être aussi pas forcément que le garbage collector, hein, si vous avez notamment fait du page sur disque. Et au final en fait l'application est totalement inutilisable. Donc c'est pour ça qu'on a cet effondrement en termes de réponse, c'est que c'est pas du tout progressif. D'accord? Et c'est du fait de la manière dont on gère au niveau Java les relations, le garbage collector, etc. Alors qu'est-ce que fait l'Elastic Memory avec le balloon driver? Hein, donc le driver que vous rajoutez au niveau JVM et qui fait que la JVM parle avec l'hyperviseur, en fait il va placer arbitrairement des blocs mémoire dans la JVM, d'accord? Si vous faites un dump, vous allez voir il y a des byte arrays qui traînent dans la JVM, d'accord? Et c'est ces byte arrays qu'on va donner au balloon driver. Donc au lieu de gonfler le balloon driver au niveau de l'OS, en fait on va plus ou moins prendre les byte arrays, d'accord? Et du coup, si on a alloué ces byte arrays, on sait que le garbage collector ne peut pas les prendre, puisqu'on les a déjà pris avant lui. Votre application ne peut pas les prendre, puisqu'on vient de les prendre, nous, d'accord, avant vous. Donc on peut les donner à l'hyperviseur pour qu'il les donne à une autre JVM, d'accord, qui a le même système. Donc c'est quand même un peu sophistiqué, d'accord. Donc le but, c'est pas de faire ça en prod, hein, sur des plateformes critiques. Le but, c'est par exemple en recette d'avoir des taux de consolidation un peu plus intéressants. D'accord. Donc c'est une technologie très clairement un peu émergente, mais ça montre un peu le niveau de connectique qu'on peut avoir, et on trouve ce sujet assez intéressant. Donc on continue à faire des tests, on a un white paper avec des différents benchmarks sur ce sujet, etc. Question? Pourquoi pas faire en prod? Parce que, enfin, vous pouvez, hein, c'est pas qu'on l'interdit en production. Simplement en production, si vous êtes en train déjà de faire du Java, vous avez sans doute des engagements de temps de réponse. Vous avez sans doute des engagements voilà, autour de toute cette plateforme, et donc au prix de la mémoire actuelle, c'est pas forcément génial d'overcommitter, donc de surallouer des ressources. Hein, c'est pas forcément l'objectif. Alors après, si vous êtes court, vous attendez une livraison d'un nouveau serveur physique, il n'est pas arrivé, ok, on va faire de l'overcommit. Mais en règle générale, c'est un peu la prod du pauvre si vous faites ça, je dirais. Hein, d'accord? C'est comme si vous vous diriez pourquoi pas swapper l'OS, quoi. Ouais, quand il commence à se... c'est justement ça, c'est la question à poser, c'est tu m'as réservé ma mémoire, si tu me l'as pas réservé, je vais avoir des problèmes.
Il y a des solutions de contournement, elles sont spécifiques. Le Balloon Driver pour Java, globalement, elle marche pas dans tous les contextes. Aujourd'hui, nous, on le supporte que sur Tomcat et le Tomcat TC Server. Pour vous montrer un peu après concrètement l'impact que ça peut avoir. Ici, on a un exemple. Alors, c'est un benchmark JMS, je pense que c'est de l'ActiveMQ. Qu'on a triché, hein. Le Balloon Driver, en fait, il est vraiment au niveau JVM, vous avez bien vu. Qu'on a décidé de le supporter au niveau Tomcat, mais on pourrait le supporter pour toute l'application Java. Donc là, bon, c'est un exemple avec JMS. On overcommit à 40%. Donc c'est quand même des gros taux, hein, 40%. Il est temps peut-être de revoir votre plateforme physique. Mais globalement, on a donc là, on suit un niveau de temps de réponse globalement au niveau JMS ou d'aller-retour au niveau des messages. Et on est à 40% d'overcommit. Dans les 95%, on est bon au niveau du temps de réponse qu'on a, de temps d'aller-retour. Et si on n'a pas l'Elastic Memory, donc le Balloon Driver au niveau de Java, si on l'a que au niveau de l'OS, on tombe à 55%. C'est-à-dire qu'on a quasiment la moitié des messages qui sont en timeout, enfin par rapport au temps de réponse qu'on s'est fixé dans l'application. On a poussé un benchmark aussi en utilisant Gemfire. Donc Gemfire, c'est quoi? C'est notre grille mémoire. Donc la particularité de ça, c'est qu'en fait, il gère que de la mémoire. D'accord? C'est un cache mémoire. D'accord, donc c'est un peu pousser le modèle à l'extrême. Et là aussi, on a regardé un peu sur un scénario avec 35% d'overcommit. Et là, globalement, on avait toutes nos transactions, donc c'est des get et des put hein, dans la grille mémoire sur plusieurs machines. Qui était bonne et avec le Balloon Driver au niveau de l'OS, au niveau du guest OS et pas au niveau de la JVM, on avait un tiers des get et des put qui étaient vraiment en dehors du temps de réponse acceptable. Hein, d'accord. Donc ça vous donne globalement des ordres de grandeur, mais sachez que l'impact du Balloon Driver sur Java peut être important. D'accord. Donc nous, on a décidé d'y travailler au niveau de l'engineering avec ce Balloon Driver pour Java. Je pense qu'aujourd'hui, à court terme, hein, la meilleure approche, c'est d'essayer d'avoir la réservation au niveau mémoire. Donc c'est bien d'essayer d'avoir le discours avec les équipes d'infra pour s'assurer de cette configuration suffisamment tôt, comme un prérequis voilà, de base. C'est quasiment comme si on réservait plus le XMX. Hein, et le XMS, d'accord. Donc si vous réservez pas le XMS au niveau Java, quoi, c'est un peu du même ordre. Aujourd'hui, la best practice, c'est quand même de mettre MX égale MS et puis on point barre, quoi. C'est un peu le même ordre de genre de paramètres. Après, il y a des choses qui peuvent aussi intervenir au niveau virtualisation, hein, qui sont notamment scalabilité verticale. D'accord. Donc, scalabilité verticale, c'est quoi? C'est ajouter de la mémoire et ajouter du CPU dans la VM. D'accord? Parce qu'on sait que la VM, elle n'utilise pas forcément toute la machine physique, et on peut faire de la scalabilité verticale. Donc vous avez des menus pour ajouter du CPU ou de la mémoire ou du stockage aussi à chaud, c'est-à-dire sans arrêter la VM. D'accord? Alors ça, c'est possible. Les gens de l'infrastructure, ils vont trouver ça super cool. Parce qu'ils se disent, ouais, je te fais une petite VM, et puis quand tu as besoin d'une plus grosse, t'inquiète pas, je te mets 2-3 blocs là en plus, 2-3 CPU, tu me diras. Mais non, parce que on sait que c'est pas magique. Au niveau Java, nous, on a besoin de savoir combien de mémoire on alloue. Au niveau de notre application, bah, si on a 2 virtual CPU, qu'est-ce que fait l'application? Souvent, la plupart des bouts de code qu'on va trouver vont avoir des valeurs par défaut au niveau des pools de threads, par exemple. Elles vont faire un appel dans l'API Java qui est Runtime Get Available Processor, je pense. Et ça va lui donner le nombre de cœurs. Et après ça le garde dans une variable statique. Donc vous avez beau ajouter des vCPU, en fait l'application, ça y est, elle a pris ses variables statiques. Il faudra la redémarrer pour qu'elle prenne ça en compte. D'accord. Donc aussi bien au niveau de l'infra, on va trouver ça super cool. Aussi bien au niveau Java, en fait, c'est totalement inutile la plupart des cas. D'accord. Donc il faut garder ça aussi en tête. Alors il y a des exceptions. Hein, vous pouvez aussi pousser le modèle et dire non, ça c'est bien. Moi, je vais juste démarrer un autre Tomcat dans la même VM. Donc, ok, tu vas me rajouter de la mémoire, des vCPU, l'OS le supporte, je peux le faire à chaud. Il suffit après de faire un script un peu à distance, et mon Tomcat, il se rajoute dans la même VM. D'accord? Donc, on a fait un modèle un peu scale-up, la VM, elle a juste grossi, plutôt que d'en mettre une deuxième. D'accord? Donc, voilà, pensez-y, c'est une possibilité. Autre possibilité qui est un peu plus aussi intéressante à savoir, c'est qu'il y a plusieurs mécanismes pour assurer la scalabilité horizontale. D'accord. Une fois qu'on a virtualisé un serveur, en fait, on n'a souvent pas qu'un seul serveur, on a plusieurs. Donc c'est la ligne d'en haut. Et du coup, au niveau de l'infra, dans le data center, eux, ils vont pouvoir rajouter un lundi matin un nouveau serveur physique, le masteriser avec l'hyperviseur, et rajouter dans la ferme, d'accord. Et après, ils vont pouvoir prendre vos VM et les mettre dessus. Sans vous le dire, hein, ils les prennent, ils les drag and drop, ils les mettent sur le nouveau serveur physique via l'outil de management. Et vos VM, elles sont déplacées à chaud, sans changement de adresse IP, sans perte de paquets au niveau ARP, etc. Hein, d'accord. Donc on gère un peu tout ça sur la nouvelle machine physique.
Donc derrière, il y a quand même un peu de boulot qui est fait, hein, parce qu'on fait du partage enfin, on envoie les pages mémoire progressivement sur l'autre. Quand il est prêt, on dit OK, t'es prêt, tu bascules tous les paquets ARP. Enfin, donc il y a quelque chose à faire. Donc bien sûr, s'ils font ça pendant que vous êtes en train de pousser la bête en plein benchmark, en général, ça se passe pas super bien, surtout que ça implique au niveau réseau des choses. Donc s'ils ont mal configuré leur réseau, que vous êtes sur le même réseau que là où on bascule les blocs mémoire, c'est pas génial, etc., etc. Donc pareil, au niveau de l'infra, ils vont trouver ça super cool, mais si vous êtes vraiment en période de bench ou de pic d'activité, c'est pas non plus magique, il faut quand même regarder. Bien sûr, il y a aussi la capacité de vous dire, mais t'inquiète, ta VM, je la clone. Si tu veux, tu es en train de faire des clusters et tout, mais moi, au niveau de l'infra, je prends un clic droit, clone VM, et voilà, ton Tomcat est dans le cluster. Non, on sait bien que c'est pas comme ça. Déjà, il y a le load balancer qui est devant. En plus, si on clone la VM, vous allez cloner tout un tas de bordel. On est d'accord, l'adresse IP, peut-être qu'elle était quelque part en dur, on va pouvoir gérer. Les vieux logs, alors ça va être sympa, mais les vieux logs, on sait pas comment on va diagnostiquer. Puis surtout, on sait très bien qu'il y a des variables statiques encore. Donc cloner une VMHO sans se demander ce qui se passe, on va cloner tout un tas d'univers, de variables statiques, etc., de config, donc à regarder. Ou en tout cas, à voir si vous avez peut-être une option, si vous avez ce genre de chantier, d'introduire une grille mémoire, un cache distribué. Ceci dit, il y a d'autres choses qui peuvent se passer. Il y a notamment ce qu'on appelle HA et fault tolérance. Donc HA, c'est pas trop dangereux. HA, c'est quoi? C'est juste redémarrer la VM si elle s'est éteinte. Et on la redémarre sur un autre nœud, éventuellement, si c'était un problème de machine physique. Donc ça, c'est pas bien grave, c'est juste redémarrer, ça vous fait un downtime. Bon, ok. Fault tolérance, surtout, ne faites pas. D'accord? Fault tolérance, c'est la fault tolérance du pauvre. Donc fault tolérance, c'est quoi? C'est qu'en fait, on va prendre la VM, on va faire une VM fantôme à côté, sur une autre machine physique, d'accord? Et toutes les instructions CPU, on va les balader sur l'autre machine VM fantôme. Comme ça, si celle-là elle crash, parce qu'on imagine c'est une application super vieille et on n'est pas capable de faire de la haute dispo avec un load balancer, d'accord? C'est un truc vraiment très très vieux. Et ben en fait, dès qu'elle crash, hop, celle-là est déjà prête. À l'instruction CPU près, elle a fait le même boulot, d'accord? Donc ça s'appelle fault tolérance. Aujourd'hui, ça marche seulement si vous avez un virtual CPU. Donc ça dépanne, on va dire, sur les applications super vieilles et on veut vraiment un peu une garantie de service et on veut pas de downtime, on veut pas d'interruption. D'accord? Mais ça marche, mais ça rame, hein, globalement, parce que c'est un seul virtual CPU. On voit passer de temps en temps voilà, des articles qui nous disent c'est super, faute tolérance. Ouais. On sait bien que quand on est un peu dans les architectures un peu web ou réelles, on a des meilleures solutions. Après, il y a un autre principe qui est DRS. Donc DRS, on va en parler un petit peu. Parce que c'est un peu le fantôme qui peut être dans le data center cette fois. On parle vraiment là du data center, de multiples serveurs physiques. Et DRS, en fait, c'est ce qu'on appelle Dynamic Resource Scheduling. Donc lui, qu'est-ce qu'il va faire? Il va déplacer la VM en fonction de ce qu'il pense être bien. En fonction de l'usage réel, CPU, mémoire, qu'il voit sur les machines physiques au niveau de vSphere. Donc si vous avez 3-4 machines physiques, vous avez 30, 40, 50 VM, bah, quand il les démarre, il va se dire, tiens, là, il y a de la place. Donc la VM, je la démarre là. D'accord. Puis après, il y en a qui vont éteindre des VM. Donc peut-être à un moment, il y a un serveur physique qui fait plus grand-chose et il y a un serveur physique qui fait plein de choses. Donc voilà, c'est pourquoi pas rapatrier toutes les VM et les équilibrer hein, sur l'ensemble des serveurs physiques. Donc ça, c'est DRS qui le fait. Et on a différents modes. Donc on peut le faire en mode voilà, vraiment totalement manuel. C'est-à-dire on ne fait pas, on bouge aucune VM. Ce sera à l'administrateur de les déplacer. Et un mode aussi complètement automatique. Donc c'est vraiment l'inverse. On va gérer des priorités, on va essayer d'éviter les allers-retours, mais globalement, s'il coche ça, globalement, la VM, on ne sait plus trop où elle est, elle va juste se déplacer, on ne va pas vous dire quand, on va essayer de faire ça au mieux. Mais si, pareil, si vous êtes en bench et que d'un coup, il y a un autre projet qui s'avère être sur la même plateforme, parce que c'est une plateforme partagée au niveau de l'infra, bah, vous ne savez pas trop sur quoi vous tombez. D'accord? Parce que derrière, c'est quoi? C'est du vMotion. D'accord? C'est le déplacement de la VM avec déplacement des pages mémoire, HO, etc. vers un autre serveur physique. D'accord? Donc sachez ça aussi. Si vous êtes sur une infrastructure partagée entre plusieurs projets et que c'est votre jour de bench, bah, peut-être faut en profiter, aller au moins dire non, non, celle-là tu me les touches pas, tu me les mets en affinité, on va regarder les réservations, etc. On va prendre au moins une demi-heure à discuter avec l'infra. D'accord? Alors c'est assez intéressant parce qu'en fait on estime à 40% le nombre de nos clients qui sont en mode complètement automatique.
Donc c'est un peu de la science-fiction, des fois on se dit c'est un peu bizarre de déplacer les VM à chaud et tout. Mais au niveau de l'infra, ils trouvent que ça marche tellement bien, ils ont moins de boulot à faire, ils peuvent rajouter des serveurs, enlever des serveurs, faire de la maintenance, voilà. Donc c'est devenu tellement simple que voilà, ils mettent ça à 40% au niveau automatique, d'après les différents sondages qu'on fait avec nos clients et les consultants qui y interviennent. La statistique, hein, du coup, c'est que ça nous donne en fait globalement 5,5 vMotion par seconde au niveau de la Terre, d'accord, et c'est plus que le nombre d'avions qui décollent, parce que c'est à peu près un avion par seconde qui décolle au niveau mondial, c'est des statistiques qui sont assez marrantes. Donc en fait, là, voilà, pendant qu'on parle, il y a 5,5 VM qui se baladent entre deux machines physiques dans un data center quelque part. Sachant qu'au niveau de l'infra, je pense qu'on en supporte 8 en parallèle aujourd'hui. On est capable d'en déplacer 8 en parallèle dans une infra virtualisée VMware. Donc de plus en plus, c'est un peu vers ça qu'on va aller, donc il y a effectivement des précautions à avoir. Et après, il y a des questions. Si vous déployez du Gemfire ou si vous déployez du Infinispan, du JBoss Cache, des solutions un peu orientées grille, à la limite, est-ce que vous pensez que faire du vMotion, ça a un sens? Vous avez mis des nœuds mémoire qui sont redondés, donc à la limite, en éteindre un et le rallumer à côté, c'est peut-être aussi simple, non? Plutôt que de faire un vMotion d'une toute une VM. Puisque justement, vous avez fait une grille ou un Hadoop ou un Cassandra, vous imaginez bien que ça n'a pas forcément un grand intérêt. D'accord, donc il y a aussi ce genre de discussion à avoir. Donc sachez que ces principes existent. Alors il y a d'autres choses qui sont intéressantes, c'est qu'en fait vous pouvez aussi prendre le chemin inverse et plutôt que de subir le data center, vous pouvez dire stop, on va en tirer parti. Et donc au niveau Java, on a publié une API qui s'appelle Virtual Infrastructure pour Java. On a aussi la même API en Perl et autres, hein, globalement qui vous donne un certain nombre d'opérations pour contrôler le data center. D'accord, donc par exemple pour cloner une VM. Donc vous pourriez vous auto-cloner et puis faire des choses un peu sexy. Donc ça peut être intéressant. Migrer une VM, donc migrer une VM, c'est la déplacer volontairement de ce host physique vers un autre. D'accord. Voilà, diverses choses. Et puis vous pouvez même prendre le contrôle sur le réseau, sur le cluster. Donc le cluster c'est un ensemble de machines physiques. Donc pas juste contrôler votre VM, mais éventuellement un peu changer les règles du cluster ou déplacer vos voisines, etc. Donc en tout cas une API pour faire des petites choses. Nous on ne publie pas cette API pour en général les projets, on publie cette API pour les partenaires qui font des solutions de monitoring et de management sur les produits VMware ou pour nos propres produits, mais sachez qu'il y a des possibilités à faire. Alors pourquoi tout ça ça nous préoccupe hein, globalement au niveau de VMware, c'est parce qu'on se dit de plus en plus on va atterrir dans des infra virtuels, je ne sais pas si on n'a pas fait de sondage donc on va en profiter, qui aujourd'hui pensent tourner des applis dans un environnement virtuel, ou en tout cas le faire d'ici 6 mois. Donc ouais, on peut faire je sais pas 75% à la louche comme ça de visu. Donc voilà, ça vous donne un bon point de vue. On pense que ça c'est bien, ça va bien sûr continuer. Et il y a bien sûr sur la trajectoire toute la notion du cloud. Hein, donc la virtualisation c'est intéressant. Pourquoi? Parce qu'on peut créer des ressources à la volée. Vous avez bien compris, on peut créer des VM par simplement les clonant en les créant. Donc on travaille globalement sur tout le volet du cycle de vie de l'application. Donc il y a le provisioning, il y a le déploiement, il y a l'upgrade, il y a le scale out. D'accord, on sent bien que rajouter de la capacité dans le data center c'est devenu tellement facile que bientôt c'est pas vous qui allez dire au data center il n'y a plus de place. Je peux pas agrandir mon cluster. Ils vont vous dire il y a plein de place. Qu'est-ce que tu attends pour avoir une architecture qui scale horizontalement? Parce que mon data center, je peux y coller des machines physiques quand je veux. Je peux déplacer des VM quand je veux. Donc si ton projet ne scale pas, c'est un peu ton architecture qui est pourrie. D'accord? Donc le débat, il va un peu s'inverser à l'inverse d'avant. Donc on travaille par exemple sur des projets comme celui-ci qui sont des ateliers de modélisation d'architecture où les boîtes grises sont des VM. D'accord? Là on déplace un Apache, on déplace un Tomcat pour dire voilà ce que je vais installer. D'accord? Donc on crée une architecture et après l'architecture elle est provisionnée sous forme de VM. D'accord? Donc quand on a après mis ça dans les mains des équipes, en général c'est tellement facile après de créer des architectures qu'on va en créer plein. C'est ce qu'on s'aperçoit de plus en plus. C'est quand on met un cloud, que ce soit un cloud au niveau infra ou un cloud au niveau plateforme hein, qu'on met dans les mains des équipes, ça change tellement l'entreprise en fait qu'on les VM on en a encore plus. D'accord? Donc c'est vraiment fondamental de comprendre ce qu'il y a en dessous. Un exemple, hein, c'est si vous êtes en environnement virtuel, vous allez devoir demander à l'IT, hein, aux gens de l'infra qui ont les accès sur la ferme, de vous créer des VM par mail, par un portail, je ne sais quoi. Si vous avez un cloud, vous avez un portail en self-service, vous avez un quota dedans, vous avez un droit d'accès, un droit de consommation, et c'est vous qui créez vos VM quand vous avez besoin. D'accord? Donc forcément le nombre de VM explose. Après on voit aussi des outils de plus en plus qui apparaissent, donc nous on travaille sur certains de ces outils, il y a plein de partenaires aussi qui essayent de donner une vue de la performance concrète. D'accord? Donc on va récolter des indicateurs
notamment sur bien sûr le JMX, le bytecode, etc., mais aussi sur la virtualisation et essayer de les présenter dans un seul outil. Parce que de plus en plus, on s'aperçoit que pour quelqu'un qui gère une appli, c'est plus juste la performance de l'appli qui compte, ni la performance du Java, du garbage collector, ni la performance de l'OS. Mais on veut surtout voir qu'il n'y a peut-être pas un vMotion là qui est en train de se faire, et c'est pour ça que j'ai à un moment un temps de réponse qui a été dégradé. D'accord? Donc on a de plus en plus des outils qui apparaissent comme ça. Et on a aussi de plus en plus des outils, comme vous pouvez le voir sur la droite, qui permettent de prendre des actions un peu de sauvegarde au niveau de la virtualisation. Donc, si j'ai eu une alerte, pourquoi pas prendre un snapshot, donc essayer de globalement de prendre une photo de la virtual machine, et comme ça je peux la débugger après, voir c'était quoi son état, qu'est-ce qui se passait, etc. Ou en faire un clone, etc. Donc il y a de plus en plus de possibilités qui sont offertes par la virtualisation, je dirais, et je pense que c'est important de comprendre un peu ce qu'il y a sous les pieds de l'OS, hein, donc tout ce qu'on ne voit pas forcément au niveau de nos métiers, et que nos équipes au niveau du data center gèrent un peu tous les jours. On a un collègue chez nous qui est spécialisé sur ce sujet, donc il est en train d'écrire un livre. Et vous pouvez voilà, lire une partie du livre sur cette adresse. Il vient de temps en temps faire des conférences, il parle à la plupart des événements VMware. On est en train d'essayer de voir si on peut le faire venir également en Europe. Donc on annoncera ça par le biais de nos partenaires pour que vous puissiez en profiter. Mais c'est une lecture relativement intéressante que vous pouvez consulter. Donc les slides seront disponibles, donc si vous n'avez pas le temps de prendre une photo sur le lien, c'est pas un souci. On a toute une tonne de livres blancs aussi, donc vous tapez Java VMware, Java virtuel dans nos sites et vous allez trouver des white papers. Sinon vous pouvez me contacter à ce sujet et je pourrai vous aiguiller. Donc cela clôt notre session, donc je voulais vous remercier pour votre assiduité si tard. Et puis si vous avez quelques questions, on a pris en live, mais n'hésitez pas, on a 5 minutes, mais sinon je vous souhaite un bon week-end. Au lieu du ballooning à l'intérieur de la nuque, est-ce que vous regardez comment réduire le XMX à certains moments de la journée? Parce qu'on se retrouve à des moments où on taille XMX pour une certaine charge, et il y a d'autres moments où Alors, on a un peu le point de vue inverse, mais ça revient à ça, c'est dans cette technologie-là de balloon pour Java, on a un concept qu'on appelle le memory réservoir, et ça permet globalement d'artificiellement faire monter le XMX. Donc si on voit qu'il y a une JVM qui est short au niveau XMX, qu'une autre à côté, en fait, elle a plein de place, les blocs, on va les allouer à celle qui est de plus en plus gourmande. Donc elle va avoir globalement un XMX plus gros que ce que vous avez configuré, en fait. Donc c'est ce qu'on appelle le memory réservoir, vous pouvez regarder un peu sur ce sujet-là. Donc c'est aussi un peu dangereux, mais il y a une possibilité déjà avec cette techno de s'en servir pour ça, en fait. Une autre question? Si, c'est une bonne question. Donc la question, hein, si je résume, c'est de temps en temps, il est mieux d'utiliser le disque local à la machine physique plutôt que le SAN ou le NAS ou le NFS selon ce qu'on a. Donc c'est tout à fait vrai. Le stockage est un des points clés hein, quand on virtualise un data center. Il y a une grosse expertise au niveau du stockage à considérer, voire des investissements. Donc c'est pour ça que vous avez des acteurs comme EMC, comme NetApp, qui travaillent beaucoup sur des chantiers de virtualisation. Ils ont bien compris que derrière les VM, elles existent quelque part et comme elles se déplacent, autant les mettre sur un SAN ou un NAS. Nous, comme on commence à regarder notamment la virtualisation d'Hadoop, on est en train de voir au niveau vSphere dans les roadmaps à court terme comment effectivement utiliser des disques locaux de la meilleure façon qui soit, donc pour avoir un virtual SAN. Donc c'est un point. Ouais, tout à fait. Aujourd'hui, c'est la limitation. Ouais. Exact. Aujourd'hui, le DRS, les choses comme ça nécessite un SAN ou un NAS. Le disque local va vous interdire ça. Donc c'est un peu un compromis entre globalement le chantier des data centers un peu automatiques versus haute performance. Et c'est pour ça qu'on regarde un peu des mises à jour de l'hyperviseur pour mieux tirer parti des fermes de disques locaux finalement qui sont sous les hyperviseurs. Ouais. Question?
Ouais, on a un mécanisme qui s'appelle Storage I/O Control et on a un mécanisme I/O Control. Donc au niveau réseau et au niveau storage, vous pouvez décider que telle VM elle a plus de bandes passantes. Donc typiquement une base de données en général est plus gourmand au niveau I/O, donc on va lui garantir pareil une part sur les flux qui vont vers le stockage. Donc il y a des possibilités là aussi. Ouais. Ok, merci bien.